Les artistes suivants étaient un mélange étrange de sacoches encombrantes et d'encens écœurants, de lances enrubannées et d'épées gravées aux tranchants émoussés, de coiffes qui semblaient être des crinières décorées à la va-vite. Chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils carillonnaient, tintaient et parfois cliquetaient comme une pochette remplie d'osselets. Narcette les étudiait avec intérêt, tandis qu'il se préparait sur ceux qui faisaient office d'estrade dans la taverne animée. Le bâtiment qui était souvent la première ou la dernière étape pour tous ceux qui venaient de la route du sel ou qui s'y aventuraient, se trouvait au bord du village de pêcheurs qui entourait le monastère du lac d'Irgur. Autrefois, il s'agissait d'un établissement beaucoup plus petit, tenu par une moine âgée qui avait renoncé à ses vœux au profit d'un triptyque de maris turbulents, un salon de thé plein d'ambition. Mais ce qui n'était qu'un filet de clients s'est transformé en un implacable déluge et les propriétaires ont été contraints de s'agrandir. Narcette se doutait qu'il y aurait bientôt d'autres travaux de rénovation. La clientèle nocturne se répandait déjà dans l'air extérieur parfumé au jasmin. Elle prit note d'organiser une réunion formelle, ne serait-ce que pour recueillir les nouvelles que les propriétaires de la taverne auraient pu entendre. Le statut de Narcette en tant que maître de la voix signifiait que très peu de gens étaient prêts à être francs avec elle, et encore moins ne prendraient le risque de ne pas être dans ses bonnes grâces. Le duo sur scène se toucha front contre front, devenant un maelstrom de tissu arc-en-ciel, les visages maintenant obscurcis par des masques bestiaux, l'un rouge, l'autre bleu. « Quand les ont-ils mis ?» se demanda Narcette. Elle s'assit juste assez près pour pouvoir les entendre ricaner dans un dialecte à moitié familier. Ils contenaient des mots empruntés au sultaï, une poignée de blasphèmes abzanes et des conjugaisons bizarres comme leur attirail. Narcette avait très envie de demander de quelle province ils étaient originaires et pourquoi leur grammaire était si élastique, si les particularités de leur langage étaient propres à leur village d'origine ou si elles étaient le fruit d'une vie de voyage, ou encore si c'était quelque chose qui leur appartenait à eux et à eux seuls. Elle avait entendu des apocryphes selon lesquels les jumeaux développaient leur propre langage, et ces deux-là pouvaient certainement passer pour tels. Ils avaient la même carrure, le même sourire en coin, la même façon d'incliner la tête, comme deux renards partageant des secrets. Après le spectacle, se dit Narcette. Ce serait probablement un faux pas insupportable si elle les interrompait en pleine représentation. Bien que Narcette soit le maître de la voix, le véritable chef des Jescailles à présent, en réalité, à son grande dame, il était tout aussi possible qu'il considère son intention comme une aubaine. Si seulement elle en savait plus sur eux. Ainsi elle pourrait mieux évaluer les conséquences de son approche. Mais pour obtenir ces données, elle devait leur parler. Le problème devient récurrent. Narcette. Ami, claironna la plus petite des deux, une femme si Narcette devait deviner d'après sa voix, en faisant un geste de la main. Le bruit de la taverne se réduisit à un grondement, les clients s'installant sur les chaises ou les tabourets qu'ils pouvaient récupérer dans la cohue. Ceux qui n'avaient pas de place assise s'appuyaient contre les murs. Lorsque le murmure s'estompa pour laisser place à un véritable silence, l'artiste reprit la parole d'un ton vif et enjoué. Nous venons à vous ce soir pour divertir. Narcette fut secouée par ce qu'elle reconnut. L'artiste ne portait plus son masque céladon. Il avait disparu sans que Narcette s'en aperçoive. À sa place se trouvait un visage bien plus familier, fait de papier mâché et de peinture, un visage que Narcette voyait parfois dans ses cauchemars, béatifiant dans sa victoire. Ojutaï. Et éduqué. L'autre artiste, maintenant monté sur une paire d'échasses, commença à rôder en cercle autour de son compagnon plus petit, exhalant de la fumée jusqu'à ce que la scène soit obscurcie par le gris, le premier interprète se diluant en une silhouette brumeuse. Pour vous raconter comment les 5 clans étaient autrefois asservis, enchaînés, le bruit de chaînes tirées et d'un grand poids soulevé au-dessus du sol sortit du brouillard, provoquant des rires nerveux dans la foule. Aux caprices des seigneurs dragons, et comment un héros... L'artiste se dégagea de la fumée, et Narcette dut ravaler un cri de surprise. Le masque d'Ojutaï avait disparu. Maintenant, l'interprète, les bras écartés comme si elle pouvait envelopper la pièce,
portait le visage de Narset, ou du moins la version que l'on graverait sur un masque mortuaire. Sain et serein, dépourvu de toute expression réelle, irréprochable et vide. Réunis les chefs des clans pour nous sauver tous. « Excusez-vous, dit la voix mesquine d'une femme. L'accent était témur. Narset a dû être persuadé d'aider par les autres chefs de la rébellion. Un ingénieur mardu, si l'on en croit la ménagerie d'outils accrochée à sa ceinture, acquiesça d'un air maussade. Tout ce qu'elle a fait, c'est découvrir le rituel de la tempête. Narset s'enfonça dans sa chaise. Elle aimait la taverne. Malgré la foule et l'odeur de sa clientèle, c'était l'un des rares endroits où elle pouvait se rendre et profiter de l'anonymat, ou du moins de quelque chose qui s'en rapprochait. Elle n'était pas assez naïve pour penser qu'elle pouvait totalement échapper à l'attention. Mais si l'un des clients la reconnaissait, il le gardait pour lui. Cependant, tout cela pourrait changer si la représentation agitait la foule en fonction de ses allégeances. De toute façon, c'est Cotis le vrai héros. Aucun des autres chefs de la rébellion n'est mort et n'est revenu pour continuer son travail, grommela une femme dans la foule. Ses vêtements indiquaient au monde qu'elle était sultane. Le jade blanc brillant de sa mâchoire, magnifiquement incrusté, indiquait qu'elle aussi était morte et qu'elle était revenue pour accomplir les tâches qui avaient survécu à son bref flirt avec la mort, et que ces tâches incluaient probablement de collaborer avec son gouvernement à un niveau élevé. Narset voyait bien que ses vêtements étaient faits des soies les plus fines. Il était clair que cette femme était au moins à un jet de pierre de la noblesse. Seulement parce que les autres chefs de la rébellion étaient trop intelligents pour être tués, répliqua l'ingénieur mardu, qui paraissait beaucoup plus jeune à Narset à la seconde inspection. Son visage avait encore une douceur de chiot qui contrastait avec sa grimace féroce. La discussion qui s'intensifiait fut interrompue par un rugissement soudain et assourdissant. Derrière l'artiste, un cataclysme de forme s'éleva à travers la fumée. Silumgar à tête de serpent, Atarka avec sa couronne de bois, l'épineux Kolagan, Dromoka brillant comme le soleil, et bien sûr Ojutai et ses plumes, beaux et impitoyables comme l'hiver. Quelqu'un dans la foule poussa un cri strident. Narset se crispa. Des illusions, se dit-elle, rien de plus. Mais le pouls de Narset tremblait encore dans ses veines. En ce temps, entonna l'artiste, démasqué, les mains crispées, son visage nu était austère et presque inachevé, comme un tesson de porcelaine attendant le pinceau d'un artiste. Les seigneurs dragons régnaient, eux et leurs couvées nous chassaient. La fumée commença à se déplacer, s'enroulant en spirale, suggérant des ailes et des écailles, les visages des seigneurs dragons se déformant, s'estompant dans le brouillard. Il n'y avait aucun signe de l'autre interprète, bien que le goût de sa magie imprégnait l'air. Des cris commencèrent à résonner dans les ténèbres, des voix qui imploraient pour leur vie. « Ils nous ont tués !» Les voix furent avalées par les bruits de cartilage mâché et de chair arrachée aux os, d'organes encornés, nettoyés jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une écorce de peau. Une cacophonie humide et bruyante si vivante que Narset entendit plusieurs personnes se mettre à vomir. Elle pouvait presque sentir cette odeur de charogne puante. On nous a donné le choix, rentrer dans le rang ou mourir. Narset pensa alors à Ojutai. Autrefois, elle avait été sa nouveauté préférée, une humaine qui n'avait d'autre désir que d'acquérir davantage de connaissances. Comme il l'avait aimée pour cela. Le grand maître et sa parfaite élève, et comme elle l'avait adoré en retour. Sous sa tutelle, Narset avait prospéré, avait trouvé une direction et une structure. Pendant quelques années exquises, elle n'avait souffert d'aucune de ses agitations habituelles. Elle avait trouvé un but. La paix. Mais c'était là le don d'Ojutai, une capacité impitoyable à convaincre le monde que sa voix, sa vision, n'était pas seulement la meilleure option, mais la seule. Même si cela signifiait la perte des guerriers de l'Ectofeu et le sacrifice de l'identité culturelle Jeskai. Contrairement aux autres seigneurs dragons, le grand maître n'avait pas besoin de les contraindre à l'adoration, de les effrayer pour qu'ils le servent. Ils avaient revêtu leur collier de leur plein gré et s'étaient mis entre ses griffes dans l'espoir de gagner dans la mort ce qu'on leur avait appris à convoiter, renaître à l'image de leur oppresseur.
La femme Témur n'avait pas tort. Narset avait eu besoin d'être convaincue. Aujourd'hui encore, une partie malheureuse d'elle-même regrettait son implication. En sauvant Tarkir, Narset avait perdu son dragon. Et pendant des siècles, c'est ce que nous avons fait. C'est ce qu'ont fait les autres clans, dit l'ingénieur Mardu, les bras croisés. Ils étaient humains, ce qui surprenait Narset et de corpulence légère. À sa connaissance, ces rôles chez les Mardus étaient souvent occupés par des espèces beaucoup plus grandes. Notre clan ne s'est pas agenouillé. Nous avons fait une trêve avec Colagan et sa couvée. Une trêve qui n'a servi qu'à affamer votre peuple. Sais-tu comment je suis morte? Dit la noble Sultaï, la lumière rendant ses yeux opalescents et étranges. Parce qu'un garçon de votre clan m'a transpercé avec son couteau. J'étais une marchande qui rentrait chez elle pour retrouver sa femme et ses enfants. Je l'ai trouvé sur la route du sel, presque mort de faim. Je l'ai nourri, mais ce n'était pas suffisant. Il voulait tout. Il m'a tué pour 2 jours de riz. Elle râla les mots suivants. Dites-moi que cela en valait la peine. Dites-moi que c'est ce pourquoi les Mardus ont prié, ce qu'ils ont imaginé lorsqu'ils ont accepté cette trêve. Dites-moi que le fait de savoir que votre peuple a été poussé à un tel désespoir ne vous fait pas honte, et je n'en parlerai plus jamais. Je suis désolé, répondit-il rapidement en tressaillant. Ce qui vous est arrivé n'a rien de valeureux. Malgré tous leurs efforts, les seigneurs dragons n'ont pas pu éteindre notre esprit, grogna l'interprète apparemment inconscient des interruptions incessantes, et la fumée se teinta de points lumineux, comme des torches dans l'obscurité. Les braises de la rébellion ont toujours été là. Bientôt elles devinrent un brasier qui ne pouvait être éteint. Au mot brasier, la fumée se transforma en un incendie sans chaleur. Des héros ont émergé des rangs. Comme s'il s'agissait d'un signal, le deuxième artiste sortit des flammes sous des applaudissements confus, des visages illuminés du public à mi-chemin entre l'émerveillement et une terreur naissante. Il vint se placer à côté de son compagnon, le feu projetant des ombres profondes sur leurs visages maigres, silhouettés de telle sorte qu'ils avaient à peine l'air humain. Des Témur. Les 2 interprètes levèrent leurs mains droites à l'unisson et les abaissèrent sur leurs visages respectifs, comme une hache abattue sur la gorge d'un cauchemar. Le temps que leurs mains reviennent sur leur côté, ils étaient à nouveau masqués, cette fois par les images d'Eshki Griffe Dragon et d'Alnul, celui qui chuchote 2 fois. L'une a pris la tête de la rébellion Témur, et l'autre a prédit sa victoire. Des Mardus, dit l'interprète féminine qui, d'un clignement d'œil, passa du masque d'Eshki au visage de Zurgo, broyeur de tempête. Des Abzan, dit son homologue en s'avançant. D'un mouvement d'épaule et d'une forte inclinaison de la tête, la main passant sur son visage, elle passa de l'apparence de Zurgo à celle de Félotar, qui arborait un visage fier. Des Sultaï, dit son compagnon d'une voix ténor, claire et légère, sa voix n'étant pas étouffée malgré le fait qu'il portait maintenant une reconstitution parfaite du visage de Kotis. Narset commença à comprendre comment le duo parvenait à changer de masque. Cela avait quelque chose à voir avec les coiffes complexes qu'il portait. Des structures massives de fourrure blanche et de velours noir, des broderies cuivrées, des boucles d'émeraude et des plumes traînantes d'une taille improbable. De toute évidence, les masques étaient logés à l'intérieur, mais ce que Narset ne pouvait pas encore comprendre, c'était comment l'interprète féminine avait fait défiler ces masques, car cela semblait beaucoup plus difficile à faire. « Et les Jeskai, dit son partenaire. Narset grimaça. Elle était ravie d'assister à un spectacle aussi magistral, mais elle serait heureuse de passer le reste de sa vie sans plus jamais voir son visage utilisé comme accessoire. « Ensemble, dit la femme qui portait le visage de Narset, sa voix se teintant de sournoiserie délibérée, comme une reconnaissance du chahut précédent. Ils ont cherché à mettre fin au règne des seigneurs dragons. Ensemble, ils se sont battus pour la liberté de Tarkir. Et la foule rugit si fort qu'elle fut prise au dépourvu. Les tables étaient frappées, le sol piétiné par un tonnerre de pieds bottés. Narset se retint de plaquer ses mains sur ses oreilles. C'était trop et trop fort. Elle sentait le bruit dans ses os. Narset fut prise de panique. Si elle ne partait pas maintenant, elle ne le ferait jamais. Elle serait piégée à jamais dans ce brouhaha de voix. Elle tapota les doigts de chacune de ses mains au pouce correspondant, en soufflant le décompte. Lorsque Narset eut atteint la 20aine, elle se mit à compter les plumes des coiffes des artistes.
18, 7 naturels, le reste étant manifestement artificiel. Et les outils, 14 au total, qui pendouillaient aux ceintures des ingénieurs mardus. Puis elle numérota la clientèle de la taverne par âge, par clan, par sexe présumé et par toute autre catégorie qui lui venait à l'esprit. Au bout de quelques instants, la panique se relâcha, suffisamment pour que Narset puisse respirer à nouveau. Ils se sont battus pour que leur peuple ne soit plus transformé en proie, a beuglé l'artiste, et tandis qu'elle parlait, l'air résonnait du vacarme des batailles. Le volume de sa voix augmenta jusqu'à devenir un tonnerre inhumain. La lumière bleue l'enveloppait comme une flamme. Pour que leur tradition soit protégée, que leur passé soit préservé, que leur vie soit la leur et uniquement la leur. Bien qu'ils aient affronté les seigneurs dragons eux-mêmes, ils n'ont pas faibli. Son homologue croisa les doigts et la lumière se transforma en un paysage flottant, entourant l'air au-dessus de sa tête comme une auréole. Bien que teinté d'azur et légèrement transparent, il s'agissait bien du creuset du dragon spirituel, où Narset et ses alliés s'étaient réunis pour changer le destin de leur monde. Narset, dit l'artiste, avec le sage Alnul, avait découvert un ancien sort, peut-être aussi vieux que le multivers lui-même. Le rituel du Nexus des tempêtes. La mémoire prit le dessus sur la conscience insoutenable qu'avait Narset de la foule. C'était un pari, il n'avait aucune idée des effets du rituel. Si la situation n'avait pas été aussi grave, si elle avait été seule et sans la conviction inébranlable d'Annul, si les dragons ne s'étaient pas rapprochés, furieux que de la simple viande tentant soulèvement, Narset aurait peut-être simplement remis le parchemin décrépit contenant le rituel dans son étui et n'y aurait plus pensé. Mais ils étaient désespérés, et le rituel du Nexus des tempêtes promettait d'invoquer l'essence même de Tarkir. S'il avait échoué, Narset enterra le reste de la pensée. Au creuset, les chefs de la rébellion ont jeté le sort et une énorme tempête de dragons s'est formée, plus importante que toutes celles que Tarkir ait connues. Distraitement, Narset se demanda si les interprètes avaient pris en compte les retours. Les superlatifs, bien qu'ils soient clairement là pour créer un drame, semblaient inutiles. Et, à partir de là, a émergé. Les illusions se fissurèrent comme de la glace, des stries déchiquetées traversant l'image du creuset se brisant en éclats. Les éclats s'éloignèrent, et sous le regard de Narset, ils perdirent leur forme et en gagnèrent d'autres. Les dragons spirituels. Tandis que des versions illusoires des dragons spirituels, miniaturisés pour s'adapter à la taverne, presque adorables, volaient au-dessus d'elle, Narset pensa à la façon dont ils incarnaient non seulement les plus grands espoirs de leurs clans respectifs, mais aussi les traits qui les sauveraient. Elle regarda les quelques Abzanes présents, les visages hantés par le souvenir, s'incliner devant les simulacres de Béthor, se remémorant les histoires où Dromoka avait exigé des Abzanes qu'ils répudient leurs morts honorés. La seigneur dragon avait qualifié leur culte ancestral de contre-nature et les avait obligés à choisir entre leur passé et la survie de leur présent. Béthor, brillant comme le soleil du désert, existait au mépris de ses édits, les esprits perdus des Abzanes réunis en une forme singulière. Se tournant vers la Sultaï, Narset vit l'éclat des larmes dans les yeux de cette dernière. Teval, juste et impitoyablement impartial, a dû être un soulagement après des siècles de vie sous la domination de Silumgar. Pendant des années, les Sultaïs ont dû inventer de nouveaux rites et de nouvelles fêtes, dans l'espoir de distraire leur oppresseur de son ennui et de sa paranoïa sans fin, et de repousser un peu plus longtemps leur anéantissement. Il en était de même pour les Mardus et les Témurs. Colagan les avait divisés, et Neriv les rassemblait à présent, prônant la force du collectif. Atarka s'était frayé un chemin à travers les chuchoteurs des Témurs, réduisant le clan à une meute de chasseurs. Ils furent réduits à l'état d'outils, dépouillés de leur humanité. Leur seule raison d'être était de nourrir Atarka et sa couvée, et, selon la rumeur, elle et sa progéniture avaient un goût prononcé pour les Témurs en particulier. Mais Uréni, le zélé Uréni, il ne laisserait rien arriver aux Témurs, ni maintenant, ni jamais. Pour cette raison, Narset savait qu'elle devait aimer Shiko, le dragon spirituel qu'elle avait appelé depuis le rituel, qu'elle avait chevauché dans la bataille contre les seigneurs dragons, dont elle avait façonné l'essence avec ses propres croyances, sa vénération de la vérité, et même son désir secret d'avoir une personnalité plus déterminée. Mais ce n'est pas le cas. Pas vraiment. Pas comme elle avait aimé Ojutai, qui n'avait jamais été bon avec elle. Elle respectait Shiko. Elle faisait confiance au dragon spirituel.
Si Narset devait mourir, elle savait que Chico continuerait à prodiguer d'excellents conseils à celui qui lui succéderait. Son clan était en sécurité maintenant, et le resterait sous la protection de Chico. Mais elle n'aimait pas Chico, non, pas avec ses ailes, comme autant de parchemins se déployant dans les airs, rappelant le rôle de Narset dans la fin du monde qu'elle connaissait. Les chefs de la rébellion ont sauté sur leur dragon. « Attendez, reprit la voix de la Témur. Comment ont-ils su quel était leur dragon ?»« Je pensais, dit le jeune Mardu, un peu tremblant, les dragons choisissaient les chefs auxquels ils voulaient être liés. Vraiment ? On m'a appris que les dragons spirituels avaient besoin d'une partie de l'âme des chefs du clan pour, commença un vieil absent qui était resté silencieux jusqu'à présent. Ce n'est pas ce que je, dit un joli moine Jeskai que Narset reconnut presque. La propagande Jeskai, la bataille cruciale a manifestement été menée par... Mon père était présent, donc il... Vous vous trompez. En fait, maman, je veux voir le spectacle. Fais-les arrêter. La taverne était en proie à de vives discussions, les clients se mettant joyeusement à défendre leurs propres apocryphes. Narset jeta un coup d'œil à la scène où les artistes se tenaient debout, l'air quelque peu décontenancé, des dragons fantômes volant sans enthousiasme au-dessus de leur tête. L'illusionniste adressa à son partenaire ce que Narset considéra comme un haussement d'épaule philosophique et reçut en guise de réponse un roulement d'yeux sombre et profond. « Je t'avais dit qu'on aurait dû faire un conte », n'entendit marmonner Narset. « Eh bien, je voulais être pédagogique. » Et cela se transformant en une nouvelle querelle animée qui s'ajouta au bruit incessant. « Les dragons, dit Narset décidant que cela suffisait enfin. Ils n'étaient pas formés à l'origine. Sa voix portait suffisamment pour faire sursauter ceux qui étaient les plus proches d'elle et les réduire au silence. Et comme ses clients se taisaient, d'autres suivaient. Elle entendit son nom chuchoter, traversant la taverne comme une promesse de liberté. Et Narset pleura la perte de la taverne en tant qu'endroit où elle pouvait se rendre et être traitée comme n'importe quel autre voyageur. Après cela, tout le monde serait aux aguets. 5 silhouettes lumineuses ont émergé de la tempête de dragons. 5 silhouettes de dragons, mais sans traits. Elles étaient simplement le pouvoir incarné, attendant d'être appelées à la vie. Dit Narset, sentant à nouveau comment Chico s'était formé sous elle, comment il avait creusé des crochets d'attache dans ses pensées, cherchant un chemin à suivre. J'ai été la première à sauter sur l'un d'eux, puis les autres ont suivi, et nous sommes devenus liés à nos dragons spirituels, tout comme ils sont devenus liés à nous. Narset se força à regarder devant elle, sans se concentrer sur quoi que ce soit. La taverne était entièrement silencieuse à présent, et ce silence attentif avait quelque chose d'insondable qui emplissait Narset d'une crainte irrationnelle. On aurait dit une gueule ouverte, une bouche en attente, une bouche qui l'avalerait tout entière si elle la laissait faire. Ensemble, nous nous sommes battus, et nous avons fini par repousser les seigneurs dragons dans la tempête. Comme nous l'avons dit l'interprète féminine avec un peu d'espoir. Héros, mais le pire était à venir, déclara Narset. Les artistes poussèrent un soupir commun. Narset réalisa que c'était leur dernière tentative pour maintenir le spectacle sur la bonne voie, et elle n'était que légèrement désolée de l'avoir fait dérailler avec sa connaissance de première main des événements qu'il mettait en scène. Interprétation décente ou non, Narset avait détesté ce masque de son visage. Les deux s'assirent sur la scène, les jambes croisées, rejoignant la foule qui s'intéressait à Narset, les dragons illusoires se dissipant. Bien que les seigneurs dragons aient été vaincus, les tempêtes de dragons sont restées, et elles ont empiré. Un faible murmure se répandit dans la taverne. Elles sont devenues assez fortes pour remodeler la terre. Il y a des endroits où personne ne peut aller, et encore moins vivre. Sans parler des dragons sauvages qui ont vu le jour. Ces nouveaux dragons sont des bêtes intraitables. J'ai entendu des rapports. Narset aurait pu continuer sa litanie des horreurs observées. La liste des rapports qu'elle avait reçus et catalogués au fil des mois, tous plus terribles les uns que les autres. Elle aurait même pu leur parler de la culpabilité qui pesait sur elle, de la peur persistante d'avoir échangé un mal contre un pire, si les portes de la taverne ne s'étaient pas ouvertes en claquant. Une silhouette se tenait debout, dessinée par les lumières des lanternes, les bras ouverts. Qui que ce soit, il avait couru avec acharnement. Son corps tremblait sous l'effet d'une respiration haletante. « Maître de la voix !» hurla le nouvel arrivant. « Maître de la voix, où êtes-vous » Non, elle ne pourra plus jamais revenir ici. Dommage. « Ici !» dit Narset en levant un bras à contre-cœur.
La silhouette qui trébuchait dans la taverne se révéla rapidement être un homme au visage doux et à la moustache prodigieuse. Quelque chose, quelqu'un est arrivé. Elle demande une audience, maître. Elle, de qui parlez-vous? Une femme, halota-t-il en se prosternant devant elle. Narcès grimaça devant ses génuflexions. Elle n'aimait pas l'idée qu'il puisse avoir peur d'elle. Je pense en tout cas que c'est une femme. Calmez-vous, s'il vous plaît. Tout ira bien, dit Narcès en se penchant pour le ramasser sur le sol, les mains posées sur ses épaules pour le soutenir. Elle a des ailes, mon Khan. Elle a des yeux brillants. Je n'ai jamais vu. Elle s'appelle Elspeth, dit Narcès à voix basse. Si elle est venue me chercher sur Tarkir, c'est qu'il s'est passé quelque chose de terrible.